Alors bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous recevoir dans notre studio télé chez HN Service, studio que vous connaissez pour la plupart maintenant parce que ce n'est pas la première fois que nous organisons des événements et des webinars. Je suis heureux aujourd'hui de recevoir Valérie Schneider sur la thématique « En route vers un numérique plus responsable ». Le numérique occupe une place importante dans nos vies quotidiennes, au bureau, dans nos vies personnelles. Il est au cœur de nos métiers aussi. Derrière une impression de virtualité, le numérique est pourtant porteur d'enjeux et d'impacts sociaux, mais aussi environnementaux. Lors de cet échange avec Valérie, nous soulèverons le voile de la face cachée du numérique et nous allons évoquer ensemble les bonnes pratiques essentielles à mettre en œuvre pour un numérique plus responsable. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter Valérie. Ce n'est pas n'importe qui, vous allez voir. Après 23 ans dans des fonctions transverses, dans des fonctions transverses de responsable marketing produit dans le secteur des nouvelles technologies, Valérie se forme à la RSE, au Green IT et à l'économie circulaire, tout en ayant conscience qu'il est nécessaire d'aborder ces sujets avec beaucoup de pédagogie et de pragmatisme. Depuis 2014, elle a animé plus de 50 ateliers, webinaires, formations, conférences et accompagné grandes, petites et moyennes entreprises. Et oui, je vous avais prévenu. Engagée dans le numérique responsable, elle est administratrice bénévole de l'Alliance Green IT, l'AGIT, dont HN Service est membre. Soucieuse de transmettre aux managers de demain les enjeux et les pratiques responsables, elle enseigne aussi dans plusieurs écoles d'ingénieurs et de management des ressources humaines. Je me sens très petit à côté de notre invité. Par pure transparence, nous nous tutoyons avec Valérie parce que nous avons décidé de nous tutoyer en préparant ce webinar, donc ne soyez pas surpris. Ma chère Valérie, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par quelques éléments de contexte et par te poser quelques questions. Et voilà, merci. À ton avis, la part du numérique dans la facture électrique française, quelle part en fait elle représente en pourcentage? Alors, je suis un néophyte, je n'y connais pas grand-chose, je dirais 20%. Alors là, tu es un petit peu haut. D'accord. Un petit peu. Alors, effectivement, il y a une tendance à l'augmentation, mais on est un petit peu plus bas aujourd'hui. Bon, je vais dire entre 10 et 15. Alors, c'est pas loin, c'est 10% effectivement. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, effectivement, c'est 10% de la facture électrique française. C'est ce que représente le numérique. On est à peu près dans cette même tendance au niveau mondial. D'accord. Et comme je l'ai dit, c'est effectivement une consommation d'énergie qui est de plus en plus en croissance aujourd'hui. Très bien. À ton avis, quelle est la part de déchets électriques et électroniques? Alors, on les appelle les D3E, voilà, dans le jargon. Quelle est la part de déchets électriques et électroniques qui est effectivement collectée de nouveau en France? Alors moi, je ne savais pas que j'étais la question pour un champion. Je dirais, ça doit être énorme, 30%. Alors, on fait un petit peu mieux quand même. Ah, alors 30, je vais dire 40. Alors, tu n'es pas loin de nouveau, bravo, et c'est plutôt 45%. Donc, on n'est pas loin des… Ah oui, on avoisine les 50. Oui, on n'est pas loin des 50%. Okay. Et du coup, bon, l'objectif est évidemment de faire grossir cette part-là, mais ça veut dire aussi, si on regarde le verre à moitié plein, que le reste est tout simplement, malheureusement, mis en décharge, fini… pour le petit équipement, fini dans nos poubelles ou parfois est simplement déposé sur les trottoirs. Surtout le dimanche à Paris, voilà. Des ordinateurs qui trônent. Voilà, ordinateurs, imprimantes, voilà, ça arrive fréquemment de les retrouver sur le trottoir, alors que derrière, on va le voir tout à l'heure, il y a un gisement quand même pour bien sûr. réutiliser des choses. À ton avis, quel est le poids de matière première nécessaire pour fabriquer une petite puce électronique de 2 grammes? Ces puces-là qu'on a dans tous nos équipements, en fait, qu'on utilise au quotidien. Pourquoi c'est à moi qu'on pose ce genre de questions? J'imagine, une petite puce de 2 grammes, ça va être, je sais pas moi, allez, pour une puce de 2 grammes, 10 grammes. Alors, il faut être malheureusement beaucoup plus que ça. Ça se compte en kilos. Allez, deuxième essai. Ah, en kilos? 12 kilos.
12 kilos. Ben non, c'est beaucoup plus. Ah bon 32 kilos. Il faut 32 kilos Pour de une puce. matière première pour cette petite puce. Et encore, là, quand je dis petite, là, je fais pas assez Oui. petit avec mon doigt, mais 32 kilos de matière première pour une puce de 2 grammes. Mais c'est composé de quoi? Et dans ces 32 kilos, alors pour être complètement transparente, il y a quand même 30 litres d'eau qui sont utilisés, Ah oui. notamment dans Donc les 30 kilos déjà. donc 30 kilos, voilà, hein, la Ok. base volumique de l'eau fait Oui. que 1 kilo, enfin 1 litre Il égale 1 devient kilo. kilo. Et effectivement, notamment utiliser l'eau dans les phases d'extraction des matières premières. Ah oui, finalement. Oui, oui, oui. Voilà, hein, il faut bien séparer les métaux des autres éléments. Et puis aussi énormément dans la fabrication. D'accord. Et un petit élément qui peut mettre notre puce à l'oreille, c'est que, par exemple, tu as dû entendre parler de la pénurie de composants, Bien sûr. hein, qu'on subit actuellement. Alors, il y a plein de raisons, hein, qui expliquent cette pénurie, notamment le Covid, alors maintenant, effectivement, les tensions internationales, mais également une grande sécheresse qui a eu lieu au printemps 2020 à Taïwan. D'accord. Et du coup, Taïwan étant un des pays, des plus gros pays producteurs de semi-conducteurs. Et du coup, Taïwan a dû fermer des usines au printemps. Alors, ils ont réouvert depuis, hein, mais ça a pris du Le temps que temps. ça se remette en Exactement. marche. Et pourquoi? Parce que justement, ils utilisaient beaucoup d'eau et ils ne pouvaient pas continuer leur production parce qu'une partie de l'eau n'était pas en cycle fermé dans l'usine. Une partie venait effectivement de l'extérieur. Donc voilà, donc 32 kilos pour 2 grammes. Impressionnant, je trouve. Voilà, c'est une proportion énorme. Pour donner un élément de comparaison, on dit souvent, même si ça n'a pas forcément de sens, qu'il faut 70 kilos de matière première pour fabriquer, ça fait bizarre de le dire comme ça, 1 kilo de voiture. Voilà. Ok. Donc en proportion, mais là, on est dans un rapport de 1 à 70. Oui, oui. Sur la puce électronique, on a un rapport de 1 à 16 000. Ah, 16 000. Bah 16 000. Ah, je suis bête. oui, Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Et puis une dernière petite question. À ton avis, à quelle étape du cycle de vie un smartphone est le plus impactant au niveau environnemental? Alors, il y a 3 grandes étapes, hein, de cycle de vie. Oui. Extraction, production que je regroupe, utilisation, fin de vie. J'ai envie de croire que c'est en fin de vie parce qu'on les abandonne, ils sont peu ou pas recyclés. Alors, effectivement, on va le voir, ils sont polluants en fin de vie, mais non, c'est après ce que je viens de dire sur... Comme pour la puce alors. Voilà, comme Ah, pour ok. la puce, en fait, c'est vraiment la phase d'extraction et de production qui est la plus impactante, D'accord. du fait effectivement de toutes les ressources qui sont nécessaires, hein, y compris d'ailleurs aussi le pétrole qui va venir alimenter les camions d'extraction et puis Bien sûr, les bah oui, je usines comprends tout à fait. de fabrication. Donc c'est vraiment à cette étape-là qui a le plus d'impact. D'accord. Alors nous, on peut rien faire au niveau de l'extraction, évidemment, chez HN Service, mais en revanche, en fin de vie, on offre et on recycle et on donne une seconde chance aux ordinateurs, enfin à tout ce qui est même téléphone. Donc on essaie de faire d'être à peu près respecté et respectable. Alors, ma chère Valérie, quels sont les principaux impacts sociaux et environnementaux du numérique? C'est une question qu'on se pose tous. Voilà. Donc après vous avoir donné un petit peu ces éléments de contexte avec quelques questions, ce que je vous propose, c'est justement de reparler de ces différentes étapes, extraction, production, utilisation, fin de vie, et puis de regarder, alors je ne vais pas pouvoir être complètement exhaustive, mais de regarder les principaux impacts sociaux et environnementaux. Alors, je vais préciser pour les personnes qui sont connectées, qui nous regardent, qu'à la fin de l'intervention de Valérie, vous pourrez poser vos questions parce que nous vous entendons quand vous allez avoir mis vos micros en marche. Voilà. Exactement. Ça me fera très plaisir de répondre à vos questions. Alors, si on commence par l'extraction, donc on s'en doute un peu par rapport à ce que j'ai dit précédemment, et pour prendre quelques exemples un peu chiffrés, il faut, par exemple, pour fabriquer un smartphone, il faut plus de 50 matériaux métaux différents, hein. D'accord. Ça monte même jusqu'à 70, donc c'est assez énorme, hein. Différents types de métaux. Dans ces métaux, il y a des métaux qu'on appelle précieux, hein. Il y a un petit peu d'or, il y a un petit peu d'argent. Alors tout ça, c'est toujours dans des infimes quantités, mais je veux dire, cumulé avec le nombre de smartphones en circulation dans le monde, évidemment, ça commence à représenter beaucoup. Et puis, il y a également des terres rares.
Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des problématiques autour des terres rares. Non. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais déjà pourquoi elles sont rares? On les appelle rares, ces terres rares. Ou elles sont coûteuses, ou elles sont très infimes dans je sais pas. Alors, au départ, en fait, elles ont été découvertes au 19e siècle. Et au départ, les géologues qui les ont découvertes pensaient que c'était vraiment, il y en avait peu dans la croûte terrestre, et que voilà, ça allait être difficile d'en trouver. En fait, en réalité, on les appelle aujourd'hui maintenant plus terres rares parce que elles sont. Il y en a un peu partout dans le monde, hein, mais en revanche, le pays qui a choisi stratégiquement de les exploiter, c'est la Chine. Dès 1992, Deng Xiaoping disait à l'époque le Moyen-Orient a le pétrole, nous on a les terres rares, et du coup a lancé à fond l'exploitation des terres rares. Et aujourd'hui, alors ça diminue un peu parce que les États-Unis ont repris un peu d'extraction, mais aujourd'hui, l'extraction en Chine représente à peu près 80% de la production de terres rares. Et nous, est-ce qu'on en a en France? Alors, on n'en a pas vraiment. On avait une usine de raffinage des terres rares. Alors, raffinage, c'est peut-être pas le bon terme, mais je crois que c'est comme ça quand même. D'accord. Du côté de... Je crois que c'était du côté de Nantes, hein. Il y avait une usine, à l'époque ça s'appelait Rhône-Poulenc, mais elle a fermé parce qu'il y avait beaucoup d'impacts environnementaux. Ok, c'est intéressant. Sur l'exploitation de ces terres rares. Donc, plus de 50 métaux. On dit, pour reprendre la comparaison avec la puce électronique tout à l'heure, qu'il faut plus d'1,5 tonne de matières premières pour fabriquer un ordinateur portable. Énormément d'eau, mais aussi beaucoup de différents métaux. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais moi, j'apprends plein de choses. Donc ça, c'est du côté environnemental. L'extraction elle-même, effectivement, générant aussi des problèmes d'impact environnementaux, de pollution. Il y a aussi des composés chimiques qui sont utilisés pour séparer justement les métaux du reste de ce qu'on extrait. Et puis j'imagine, je te connais maintenant un peu, qu'il doit aussi avoir un caractère humain qui doit pas être très très chouette. Exactement. Donc effectivement, comme tu peux l'imaginer, voilà, on a évoqué la Chine. Après, ça c'était plutôt pour les terres rares. Après, il y a d'autres métaux qui sont extraits notamment en République démocratique du Congo. Et là, les conditions de travail voilà, sont assez déplorables, hein. C'est des mines, je veux dire, pas du tout avec la sécurité qu'on pourrait imaginer dans nos pays occidentaux. Et surtout, un rapport d'Amnesty International qui date de, je crois que c'était septembre 2021, montrait qu'il y avait encore 40 000 enfants qui travaillaient dans ces mines-là. Donc il y a le souci des conditions de travail qui sont absolument déplorables. Et puis aussi ce qu'on appelle les minéraux de conflit ou les minéraux de sang. Enfin, parce que ces métaux sont aussi une manière d'alimenter les aspects financiers des guérillas locales, enfin, des guerres civiles locales. Bien sûr. Voilà, et c'est aussi le cas malheureusement aussi en République démocratique du Congo, où ça alimente justement la guerre civile qui a lieu là-bas. Et puis toutes ces extractions dans des conditions discutables, il doit y avoir un aspect polluant. Voilà, donc effectivement de la consommation d'eau, j'en ai parlé, des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution des sols. Donc effectivement, déjà en termes d'extraction, c'est pas là. Alors là, on est vraiment dans Zola. Et dans la fabrication, est-ce que la fabrication est davantage, on va dire, un aspect plus positif? Alors bien sûr, il y a des aspects positifs. Finalement, ça procure des emplois aussi. Bien sûr, voilà. Mais là aussi, sur la production, il y a quelques éléments négatifs, malheureusement, notamment dans toutes ces usines, alors surtout basées en Chine et puis en Asie du Sud-Est. On a des cadences assez importantes pour pouvoir sortir. Je vais citer quelques marques, mais sortir le dernier iPhone, voilà, qui va bien. Forcément, il faut trimer à fond. Et puis, c'est des heures, voilà, au-delà de ce qu'on supporterait aujourd'hui en Europe. Donc, des cadences assez infernales. Et puis, pas forcément les éléments de sécurité qu'on peut avoir encore une fois dans nos normes occidentales, et notamment toute cette production génère des composés organiques volatiles, voilà, il y a de la manipulation de produits chimiques. Donc voilà, c'est des conditions de travail Alors, quand on pas évidentes. Valérie, on va
prendre notre clavier, on va se flageller en disant « je ne suis pas un bon… Ouais, alors j'ai dit, j'abordais les sujets avec pragmatisme. Je ne suis pas là non plus pour Non, détruire le numérique. On en a, il nous rend aussi de très bons Bien sûr. services. Mais il y a quand même une prise de conscience à avoir sur ces sujets-là. On le verra tout à l'heure sur les bonnes pratiques. Voilà, il y a des choses, peut-être des questions à se poser, Tout à fait. notamment au moment où on acquiert. Donc là, on était dans la notre phase matériel. fabrication et nous sommes tous, autant que nous sommes ce matin, utilisateurs. Exactement. Alors, utilisateur, tu l'auras compris, c'est pas forcément la phase la plus impactante, Non? mais forcément, il y a quand même aussi sûr. quelques impacts négatifs, on va dire. Sois gentil un peu. Ouais, mais c'est vrai, je ne voulais pas vous démoraliser comme ça de si bon matin, mais c'est vrai que c'est des éléments dont il faut, Enfin, conscience, bien avoir sûr. conscience. C'est intéressant. Donc, en termes d'utilisation, c'est vrai qu'on pense bien évidemment à l'énergie, Ouais. hein, quand on recharge son smartphone, quand on utilise son ordinateur. Donc, évidemment, il y a l'énergie. Alors, tous les équipements ne sont pas énergivores au même niveau. On dit par exemple enfin, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des calculs qui sont faits, par exemple, on dit qu'un ordinateur portable est moins énergivore qu'un fixe plus. Parce qu'il est moins branché, peut-être? Parce qu'il est moins branché, et puis le fixe a aussi son écran qui vient, qui vient alimenter. Bon, c'est une consommation environ de 120 à 250 kWh par an pour un ordinateur. Ce qu'il y a, c'est que ce que je dis là, ça devrait. Donc, c'est pour ça que je parle de la phase d'acquisition qui est importante quand on se pose des questions. On ne va pas acheter automatiquement un ordinateur qui consomme moins. Par exemple, se dire, tiens, on va acheter que des portables parce que les fixes consomment plus. Ça serait ne pas avoir une vision globale du sujet. Parce que, notamment, il faut se poser aussi la question, bon, évidemment, de l'utilisation qu'on va en avoir, mais surtout le fait que de la durée de vie de cet équipement. Et tu n'es sans doute pas sans savoir qu'un ordinateur portable, il est soumis à plus de risques, tu peux faire tomber, etc. Donc, du coup, on dit qu'en général, sa durée de vie d'utilisation est moindre. Bien sûr. Donc voilà, à chaque fois, il faut avoir tous les éléments un peu en tête. Mais maintenant, là, depuis quelques années, on essaie de nous responsabiliser. Nous, en tant que consommateurs, tu vas acheter un congélateur, un frigidaire, on nous met des rouges, orange, vert sur A, B, C, D, E, F. Et ça a un impact peut-être dans les choix nos choix de consommation. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je peux l'évoquer tout de suite. En fait, il n'y a pas d'étiquette environnement, enfin vraiment de classification énergétique sur les équipements informatiques et smartphones. En revanche, il y a un élément très intéressant qui a été introduit par la loi sur le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, la loi AGEC. Et la loi AGEC oblige depuis janvier 2020 à afficher le degré de réparabilité de l'équipement. Ah oui, ok. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas l'impact environnemental. Non, mais néanmoins, ce qu'on peut faire de ce qu'on achète, jusqu'où on peut l'emmener. Exactement, jusqu'où on peut, en tout cas, le réparer. Oui. Et l'année prochaine, janvier 2022, il y aura l'obligation d'afficher également la durabilité de l'équipement. Donc janvier 2023 peut-être. 2023, pardon. Excuse-moi. 2023. J'étais encore en 2021. Voilà. Donc, bon, sur l'utilisation, si je rajoute aussi quelques éléments, et notamment sociaux, c'est vrai que, voilà, là, entre nous, on est tous connectés, on sait se servir assez bien. On est hyper connectés même. On est hyper connectés, on est assez à l'aise, je pense, dans l'utilisation de tous ces équipements. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute une part de la population, je parle en France, mais dans le monde également, qui j'allais dire souffre, c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin voilà, qui n'a pas accès au même niveau à ce numérique. Donc on parle même d'électronisme, il y a même un terme pour désigner cela. Donc, des personnes qui ne savent pas trop utiliser tout ça. Et puis, donc on parle aussi de fracture numérique. D'accord. Et puis voilà, puis les conséquences aussi de l'hyperconnexion. Et ce qui peut fâcher, on arrive à la fin de vie. Ouais. Alors sur la fin de vie, effectivement, faut savoir que ces fameux D3E, déchets électriques et électroniques, sont classés comme déchets dangereux. Pourquoi? Parce que
il y a il y a des métaux lourds, des gros métaux, des métaux lourds. Donc il y a du plomb, du cadmium, par exemple, et ça c'est hyper nocif à la fois au niveau de la pollution de l'air et la pollution des sols. Donc déjà, voilà, c'est Oui, bien classé sûr. comme déchets dangereux. Donc ne surtout pas les laisser en décharge à ciel ouvert, ça c'est vraiment l'horreur. Faut savoir aussi que la plupart des matériaux qui sont contenus sont recyclables. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il n'y a pas les filières toujours. D'accord. Donc oui, c'est même des fois un peu opaque, pas volontairement, mais ça va subir plein d'étapes avant de pouvoir récupérer les différents plastiques, par exemple des cartes mères, D'accord. etc., et les différents métaux. Et tout ça n'est pas encore hyper bien organisé, même si voilà, ça commence à s'améliorer. Et puis, un autre point important, et notamment ça c'est plus au niveau mondial, même si la France y participe un peu, on dit qu'au niveau mondial, 75% des déchets électriques et électroniques disparaissent des radars officiels et sont exportés illégalement dans des pays comme le Ghana, le Nigeria, voilà, et finissent sur des décharges à ciel ouvert, par exemple au Ghana, à Agbo-Bloshi, qui est une des villes voilà, où tout ça s'accumule, et puis de nouveau est démantelé alors par des gens qui vont passer leur journée à brûler les équipements pour récupérer quelques grammes de cuivre, d'or, etc., mais en mettant leur vie en danger et en polluant aussi les sols. Donc, c'est pas très glorieux. Non, alors, c'est très intéressant. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses comme moi, hein, vraiment, parce que j'avais beau avoir préparé avec Valérie, j'en apprends encore ce matin. Donc, sur ce tableau qui est un peu noir quand même, peux-tu partager avec nous ou recommander des bonnes pratiques qu'on pourrait tous faire et assez simples et au quotidien? Oui, tout à fait. Donc, c'est l'objectif. Effectivement, on peut quand même diminuer notre impact là-dessus. C'est quand même la bonne nouvelle. Est-ce que toi, si tu réfléchis rapidement, donc tu as cité tout à l'heure le fait que HN Service, en fin de vie, voilà, donner une nouvelle vie, une seconde vie aux équipements. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit? Toi, au niveau personnel, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui te viennent à l'esprit? On se connaît, mais on ne va pas rentrer dans les personnels. Je ne suis pas hyper bon élève. Mais en revanche, chez HN Service, on a quelques bonnes pratiques. Donc, je l'ai dit, tous les ordinateurs, tout le matériel, les matériels informatiques. On a aussi, on récolte le marc de café, les piles. D'accord, là, on est moins dans le numérique. Oui, mais on essaie d'être. Mais dans le numérique, nous, c'est essentiellement les téléphones et les. Comment on appelle ça, les tours de nos ordis. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut le plus possible, mais il y a quand même chez nous une vraie volonté, et c'est Juliane chez nous qui mène ça, que tu connais, de donner un aspect fort à ce qu'on appelle la RSE quand même. Donc, on pourrait être mieux, mais on est déjà pas mal quand même. Ok, alors je vais essayer d'en lister comme ça, mais après, n'hésitez pas aussi à la fin à me poser des questions et à rajouter des bonnes pratiques, voilà, parce que je peux passer à côté de certaines. Alors, je commencerai au niveau des achats. J'ai dit que c'était un des éléments importants, puisqu'on voit que l'impact est quand même sur les ressources, etc., et au niveau de l'extraction et de la fabrication. Donc, en termes d'achat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça paraît évident quand je le dis, mais voilà, répondre aux justes besoins, enfin, se poser la question, en tout cas, j'achète un équipement, mais voilà, il faut que ça réponde à un juste besoin et pas voilà, aller à la course à acquérir le plus de choses possible. Alors ça, on va t'écouter, mais je crois que franchement, ça ne sera pas pris en compte. Eh ben oui, en plus, on a certainement un public voilà, qui est habitué, un peu technophile. Bien sûr. Voilà, mais vraiment là-dessus. Alors, pour nous aider, il y a quand même aussi des labels qui existent notamment sur les ordinateurs et les imprimantes. Qui commence à arriver aussi sur certains smartphones, mais c'est tout nouveau. Alors, il y a des labels, on peut se poser la question, voilà, notamment les responsables achats IT, hein, si je parle du monde de l'entreprise, mais on peut se les poser à titre personnel également, de regarder sur des labels, alors il y en a un, je vais l'épeler, qui s'appelle le label EPEAT, EPEAT, c'est un label américain, donc qui regarde à la fois les aspects environnementaux et sociaux. Et du coup, voilà, regardez sur le site EPEAT si l'équipement, le modèle que vous voulez acheter est labellisé. Il y a 3 niveaux de label.
bronze, gold et bronze, silver et gold. Ouais. Et voilà, déjà ça donne aussi une indication sur les marques, les modèles qu'on peut acheter qui sont peut-être un peu moins impactants. Elle est forte cette Valérie, elle essaie de nous évangéliser. J'espère que ça va en convaincre quelqu'un. C'est un petit peu l'objectif. C'est un petit peu l'objectif. Donc effectivement, les labels et puis bien entendu, alors c'est très bien de donner ces équipements en fin de vie aux autres, mais pourquoi pas aussi passer ou reconditionner de seconde main pour les achats. Alors je sais que peut-être il y en a qui vont se hérisser là-dessus en me disant, j'ai déjà eu le cas en accompagnant certaines entreprises, ah oui mais nous on veut un modèle pour faciliter la maintenance, etc. Oui, mais voilà, il y a peut-être des fois. Mais c'est un état d'esprit, hein, on est là pour, bien sûr. Des compromis à faire. C'est peut-être plus facile sur les smartphones parce que l'état d'esprit commence à rentrer plus sur les smartphones. Et bon, voilà, généralement, les départements informatiques, les DSI sont moins sensibles sur les smartphones. Mais vraiment, une des très, très bonnes pratiques, ça serait de passer à ça aussi pour de nouvelles, enfin, quand on doit acquérir un nouvel équipement. Après, en faisant attention, évidemment, que ça réponde aux besoins, on est bien d'accord et je suis bien conscient qu'il peut y avoir des écueils là-dessus. Alors, après, en matière d'utilisation, je séparerai les questions liées à l'énergie, de l'utilisation du web, des mails et puis éventuellement des logiciels. Alors, en termes d'utilisation, évidemment, alors en ce qui concerne l'énergie, bon, ça paraît tout bête, hein, mais évidemment débrancher son chargeur quand on n'utilise pas. Alors, c'est pas ça qui va consommer énormément d'énergie, mais à chaque fois, c'est l'accumulation de ces petits gestes qui fait que. Et notamment, et ça peut être applicable au bureau, peut-être que vous le faites, en fait. Avoir des rallonges qu'on éteint. Exactement. Comme c'est le cas dans le studio, j'ai vu, voilà, parce qu'un ordinateur, un équipement, il continue quand même à consommer, même éteint. Il y a un tout petit peu C'est vrai qu'il faudrait débrancher nos télés, la machine à café, toutes ces choses-là. À la maison, au moins le faire. Quand on part en vacances. Voilà, au moins le faire quand on part en vacances pour débrancher le plus possible. Après, en matière de web, de recherche, notamment Internet, etc., donc on sait que rechercher quelque chose sur Google ou sur un moteur de recherche, voilà, ça consomme aussi de l'énergie, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça. Et Valérie, on est en 2022. Eh bien oui, et on a des problèmes d'énergie, justement. On est sur Google. Je suis sûr que Marine, qui est derrière la caméra, elle est sur Google en moment où on se parle. Mais ne serait-ce, alors juste pour te dire, en fait, qu'est-ce qu'ils consomment là-dedans? Alors, il y a un petit peu du côté de l'utilisateur, mais il y a aussi les data centers derrière, c'est à peu près 16% de la consommation d'énergie. Et puis, il y a aussi le réseau, c'est à peu près 5 à 6%. Là, il y a une étude récente de l'ADEME, de l'Agence de la transition énergétique et de la on va pas retourner à l'âge de pierre. Non, ce n'est pas l'objectif. Mais par exemple, si tu enregistres, si tu fais attention de garder tes favoris, si tu enregistres tout ça, bien sûr. tu évites quand même un certain nombre de recherches supplémentaires. Mais voilà, mais pour te dire qu'il y a une manière d'améliorer sans retourner à l'âge de pierre. Voilà, donc enregistrer les favoris, voilà, ce genre de choses qui permettent d'éviter. Et puis, je ne sais pas si vous pratiquez ça, mais chez HN Services, mais le fait, par exemple, d'envoyer plutôt des liens pour télécharger des fichiers, plutôt que de les envoyer par mail, parce que... ça, on le fait quand même. Voilà, c'est bien, tu vois, des bonnes pratiques. J'en étais sûre. Voilà. Et puis, un dernier point sur l'utilisation au niveau des vidéos. Il faut savoir que on parle beaucoup du trafic Internet, des données, etc. La vidéo, ça représente 80% du trafic Internet. Hein. Donc, là aussi, je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder des vidéos. Là, c'est peut-être plus pour l'usage perso, mais... on filme tout aujourd'hui. Mais voilà, pensez à plutôt regarder, on n'a pas forcément besoin de regarder en 4K ou en HD sur son smartphone, par exemple. Hein. Donc, choisir la plus basse résolution, il faut que ce soit un réflexe.
Certains opérateurs d'ailleurs commencent à le proposer, mais voilà, mais ils ne le mettent pas forcément par défaut. J'ai hâte de voir les réactions des personnes qui nous écoutent et poser des questions sur tout ça parce que c'est très intéressant. J'ai lu un livre là récemment, on disait que avant d'aller à une fête, par exemple, on fait vivre la fête aux autres tellement on filme et la vidéo est devenue la première chose que l'on fait en arrivant dans un endroit. Voilà, Bah oui. posons-nous la question. Maintenant, on pensera à Valérie. Il y aura la petite, Ouais, la petite lumière, le petit, comment s'appelle, le petit diable derrière qui viendra. Voilà. Alors, on parle beaucoup aussi, ça c'est très à la mode de dire il faut trier ses mails. Voilà, Ouais. il y a même des journées qui sont organisées autour de ça qui s'appellent les mais journées sans mail. Oui, c'est ça. Oui, etc. Voilà. Donc, très bien, c'est une bonne pratique et c'est bien de le faire parce que pareil, hein, c'est du stockage. Bien sûr. Voilà. Enfin. Mais j'insiste quand même sur le fait que c'est vraiment du côté du matériel que tout se passe. Hein. Voilà. Alors justement, si on devait ne garder qu'une bonne pratique, ou là, vraiment, tu dois nous convertir, nous tous, là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, c'est vraiment sur l'acquisition et sur allonger la durée de vie des équipements. D'accord. Il faut savoir que on estime que la moyenne d'utilisation d'un équipement professionnel, un type d'ordinateur, elle tourne, voilà, ça dépend des entreprises, autour de 4-5 ans. Alors, en n'estimant pas aidé aussi par les évolutions logicielles. Voilà, le logiciel, j'en profite juste pour dire que le logiciel a un impact sur le matériel, hein, du coup. Hein, quand Windows annonce sa nouvelle version, là, par exemple Windows 11, c'est encore le cas cette fois-ci. On voit bien que ça ne tourne plus sur des équipements qui pourtant nous semblent encore tout à fait fonctionnels. Donc voilà, faire attention c'est vrai qu'on est tributaire aussi exactement, mais de faire attention à ces questions-là. Donc allonger le plus possible la durée de vie des équipements. Essayer de passer jusqu'à, je parle au niveau des entreprises, au moins 6 ans. Bon, après, il y a des métiers, hein, on est bien d'accord. C'est qu'on travaille dans l'informatique. Voilà, non, mais c'est ça. Des fois, il nous faut quand même avoir des équipements qui compilent rapidement ou des fois aussi dans les métiers graphiques voilà, qui tournent. Mais je veux dire, tout le monde n'est pas obligé d'avoir la dernière machine bien sûr. importante, enfin voilà, la plus à jour pour faire tourner ces choses. Donc, c'est vraiment allonger la durée de vie des équipements et se poser vraiment les bonnes questions au moment de la de l'acte d'achat, ça j'ai bien compris que c'était quelque chose d'important. Ne pas acheter quelque chose de trop, par exemple, alors qu'on aurait besoin d'un équipement moindre. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as des exemples concrets d'entreprises ou de solutions permettant d'aller vers un numérique donc beaucoup plus responsable à partager avec nous? Oui, alors tout à fait. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ce smartphone. Il y a le Fairphone. Le Fairphone, est-ce que tu connais le Fairphone? Vous connaissez le Fairphone de chez vous? Ouais, non. Alors le Fairphone, c'est un smartphone qui est, alors, il n'est pas fabriqué directement là-bas, mais qui est commercialisé par une entreprise néerlandaise, voilà, je cherchais le terme, et qui se veut, j'allais dire, responsable sur 2 aspects. Le premier, c'est qu'ils vont assurer une traçabilité des métaux qui sont utilisés dans les téléphones, et on a compris que c'était quand même un des points de vigilance. Et puis, donc voilà, donc ils arrivent ils ont réussi aujourd'hui à avoir créé pas mal de filières assez responsables là-dessus. Et puis, d'autre part, ils ont surtout eu la bonne idée de concevoir le smartphone de manière la plus modulaire possible. OK. Et à ton avis, pourquoi c'est intéressant de le rendre modulaire? J'en ai marre, moi, des questions, je ne sais pas. Eh bien, tout simplement, ça favorise la réparabilité. Ah oui. Parce que quand tu as une fonction qui bien sûr, on n'est pas obligé de tout remettre en cause. Exactement, donc tu remplaces simplement la partie qui ne fonctionne plus. Parce que tu vois, aujourd'hui, même sur les batteries, aujourd'hui, les batteries, elles sont de plus en plus... Avant, on pouvait les changer facilement sur certains modèles. Aujourd'hui... Donc, un Fairphone, c'est en gros un téléphone comme en Lego. Presque. On change une partie. Et ils arrivent à être aussi comment dire... Performant, merci. Oui. Que nos iPhones, parce qu'on est quand même tous quasiment attachés à notre iPhone. C'est sûr que, voilà. Alors,
En comparaison avec je comparerais plutôt avec des téléphones Android. D'accord, Voilà, ok. pour être Et sur le complètement prix, alors ça transparent. doit avoir un coût supplémentaire? Sur les prix, alors je n'ai pas Non, mais j'ai pas d'action chez Fairphone. C'est quand même du haut de gamme. moyen haut de gamme. Enfin, C'est moins cher qu'un iPhone. c'est moins cher qu'un iPhone. Ah oui, donc Oui, on peut c'est avoir un autour acte de 500. responsable en. C'est autour de 500. D'accord. C'est autour de 500 €. Voilà. Ok. Et il y en a qui vont encore plus loin. Il y a une coopérative qui s'appelle Common, Ok. C-O-2-M-O-W-N, D'accord. qui, elle, propose du coup ces Fairphone dans un modèle d'économie circulaire qu'on appelle économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'ils proposent un service plutôt que le produit, c'est-à-dire que Ah oui. la personne qui va, non pas acquérir, mais qui va avoir accès au Fairphone, en fait, paye une redevance mensuelle, mais à côté, il y a un certain nombre de services qui sont proposés. Si voilà, s'il y a un problème sur le Fairphone, c'est tout de suite un nouveau et tout de suite envoyé, etc. D'accord. Tu as aussi des indicateurs sur le nombre de personnes qui sont passées de l'iPhone au Fairphone ou qui sont passées de rien au Fairphone? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé les chiffres. Ça représente. Alors, c'est une toute petite C'est part ça, du marché. c'est une niche quand même, on est d'accord. On, Oui, ok. on est d'accord, c'est une niche. Mais tu veux nous convertir. Mais voilà, mais il y a des entreprises qui franchissent le pas. Et même sur les abonnements aussi, il y en a qui se lancent pour avoir des abonnements un peu plus responsables, notamment sur l'utilisation de la data. Ok. Aujourd'hui, on promeut. Je sais pas, c'est la foire à celui qui va proposer le plus de gigas avec son, Je sais pas de quoi tu parles. voilà, eux, ils sont tous pareils. Hein. Je veux dire, là, j'ai même pas besoin de citer de nom, ils sont tous pareils. Et en fait, il y a une coopérative qui s'est lancée là-dessus qui s'appelle Télécoop et qui propose un forfait, j'allais dire là aussi au juste besoin, c'est-à-dire que tu payes en fonction des gigas que tu vas réellement. Ça, je trouve ça assez intelligent et juste là pour le coup. Voilà. Et du coup, ben voilà, avec des tarifs, alors, effectivement, ils sont peut-être un peu moins promotionnels Oui, bien sûr. que d'autres, mais au moins tu te dis, bah voilà, je fais une utilisation responsable et ça t'incite aussi à faire attention, à être plus sobre. C'est ça, à regarder moins de vidéos. Voilà. Et d'ailleurs, alors là, je vais les citer, mais ils ont fait une annonce récemment. Il y a Bouygues Télécom qui vient de lancer un forfait qu'ils appellent responsable. Alors eux, c'est pas pour limiter les gigas, mais si jamais tu n'utilises pas tous les gigas, c'est reversé comme pour certains moteurs de recherche responsables. C'est reversé pour la recherche, faire des dons pour certaines ONG. Oui, certaines ONG plutôt à vocation sociale. D'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Voilà. Au niveau des data centers, là, beaucoup essayent de faire attention. Faut savoir que c'est ceux qui on se dit toujours c'est les data centers, etc. Mais en général, la consommation énergétique, c'est aussi des sous derrière. Bien sûr. Hein, ouais. Donc, ça fait longtemps qu'ils ont mis en place pas mal de bonnes pratiques, hein, comme assurer ce qu'on appelle en anglais le free cooling, c'est-à-dire voilà, essayer d'utiliser plutôt des data centers dans des endroits où il fait plutôt frais. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et un dernier exemple, Valérie, parce qu'on est déjà arrivé. Par exemple, éco-concevoir aussi son site internet pour utiliser moins de ressources. Donc là, je vais citer un nom aussi, puisqu'ils viennent juste de refaire leur site internet, celui de Dalkia, voilà, a voulu éco-concevoir le site pour avoir moins d'impact et aussi promouvoir cette démarche Green IT vers un numérique plus responsable. Valérie, merci beaucoup. Moi, je me sens un très mauvais élève. Je ne sais pas comment vous avez écouté et entendu Valérie. Si vous avez des questions, et ce serait chouette qu'il y en ait, ou des échanges, vous pouvez brancher vos micros et nous poser les questions. Nous vous entendons. Y a-t-il une question? C'est toujours la première, la plus. Oui. Moi, j'en ai une. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Antoine. Antoine Hénache, qui est le directeur général de la chaîne Service. Je fais question témoin. On a parlé rapidement des labels sur le numérique responsable. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus? Parce que je pense que les participants sont assez concernés par… nous, on fait majoritairement du développement. Donc, comment développer bio ou responsable et comment le labelliser? Ouais. Merci beaucoup. Alors, effectivement, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans les labels, il y a des labels plutôt liés aux produits. Voilà, c'est celui que je citais tout à l'heure, EPIT. Il y a également une
certification, enfin une labellisation qui s'est montée sur la partie entreprise pour montrer qu'on est justement plus responsable. Donc c'est l'Institut du numérique responsable, qui est une autre association sur laquelle on travaille main dans la main avec l'Alliance Green IT, et qui propose aujourd'hui un label qui s'appelle le label numérique responsable, et qu'on peut obtenir évidemment en faisant un travail de démontrer justement un certain nombre de bonnes pratiques, et qui s'adresse aussi bien à des entreprises effectivement du secteur du numérique, mais également à tout type d'entreprise qui veut s'engager dans ce type de démarche. Très bien. D'accord. J'espère que ça répond à votre Valérie. question. Si, merci Valérie. Une autre question? Ou sur le chat, n'hésitez pas aussi. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Valérie, ou un point sur lequel vous voulez qu'on revienne? Bonjour, bonjour. Bonjour. Juliane, j'ai pas forcément là de questions tout de suite, je rebondis juste sur le label numérique responsable. Nous, on est déjà en train de travailler dessus en partenariat avec l'agence Lucie. Donc, si jamais il y a des personnes qui nous entendent et qui sont intéressées pour avoir plus d'informations, on a déjà tous les contacts. Donc, voilà, c'était juste pour la petite précision. Très bien, merci Juliane. Juliane travaille chez HN Service et s'occupe de la RSE, entre autres. Il y a une question de Fabien Decolle. Bonjour Fabien. C'est ça, merci, bonjour à tous. J'avais une question, au-delà des labels, effectivement, qu'on met en place, quels moyens on pourrait avoir d'inciter les grandes sociétés, notamment informatiques, à justement se lancer corps et âme dans le Green IT et effectivement de changer leur parc matériel, parce que ça a un certain coût de le changer du coup. Justement, je ne prône pas de le changer. il faut essayer de le... Voilà, c'est au moment de l'acte d'achat. Oui, j'avais bien compris, voilà, au moment de... Voilà. C'est au moment de l'acte d'achat, et c'est surtout, en fait, pourquoi les grandes entreprises, ou les entreprises ont souvent ce réflexe de changer leurs équipements. Donc il y a la partie logicielle qui vient inciter parce que le truc il tourne plus. Donc voilà. Là-dessus, donc être vigilant aussi dans le choix des logiciels. Oui, pardon, j'ai pas entendu. Gilles, la fameuse obsolescence programmée. Exactement, la fameuse obsolescence programmée. Donc là, il y a quand même des incitations. C'est-à-dire que le législateur s'est quand même largement emparé du sujet. Donc ça, c'est bien. Et grâce aussi au lobbying, on va dire, positif d'associations comme l'AGIT, par exemple. Et d'autre part, en fait, oui, juste pour donner l'explication, il y a aussi l'aspect comptable. C'est-à-dire qu'un ordinateur, ça s'amortit sur 3 ans. Et donc, certains ont le mauvais réflexe de se dire c'est bien, mon équipement il est amorti, donc maintenant je peux le changer. Alors je ne sais pas si les normes comptables aussi pourraient évoluer, mais c'est sûr que l'aspect réglementaire fait bouger beaucoup de choses. Hein. Il y a eu pas mal de, j'ai mentionné la loi AGEC, mais il y a aussi eu une loi poussée par le Sénat, notamment qui insiste sur aussi l'obsolescence des logiciels, et qui va pousser de plus en plus à fournir aux utilisateurs et les impacts, quels sont les impacts environnementaux de l'utilisation de tels services numériques. Hein. Parce que la difficulté, c'est que effectivement, les équipements, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on fait tourner des services numériques dessus. Et donc, voilà, il y a cette incitation de plus en plus aussi à se positionner sur le côté service. Voilà, et à éco-concevoir ces services-là pour qu'ils aient le moins d'empreintes possible. Merci beaucoup. Une autre question? Moi j'ai une autre. Mais après, j'arrête, je laisse la parole. Mais j'ai l'impression que les entreprises font quand même de plus en plus d'efforts. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là. Mais pour autant, c'est de plus en plus énergivore de l'autre côté. C'est-à-dire que les efforts qu'on fait ne servent à peine à compenser la consommation d'énergie IT qui va grandissant. Je ne sais pas, je dis même une bêtise, les objets connectés, c'est super. Bon, ça a forcément une consommation d'énergie, donc c'est nouveau. Et alors, il y a d'un côté la prise de conscience et puis la réalité technologique. Et heureusement qu'on a une prise de conscience, sinon on aurait déjà explosé. Mais est-ce qu'on peut finalement réduire l'empreinte? C'est sûr que, encore une fois, c'est le faire avec... alors, je vais un peu vous paraphraser, mais la prise de conscience est importante, parce que plus on l'aura, plus on se posera, plus on se posera la question au moment de concevoir alors déjà à titre individuel effectivement de s'équiper, mais je pense notamment là dans un contexte où on développe des services, etc.
se poser vraiment en amont la question lors de la conception, quels sont mes impacts? Ah oui. J'ai un chiffre aussi important qui ne concerne pas juste le numérique, mais on sait que 80% des impacts d'un produit ou d'un service sont déterminés au moment de sa conception. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Et donc, c'est vraiment inculquer c'est un état d'esprit en fait, inculquer cet état d'esprit. À la fois pour les personnes qui sont déjà en poste et de se poser ces bonnes questions à chaque fois qu'on fait quelque chose, introduire ça, ce qu'on appelle un peu le design circulaire dans la manière de penser. Et puis l'autre étape, et qui est aussi prise à bras le corps de plus en plus, là vous êtes déjà dans le marché du travail, mais il y a tous ces ingénieurs en devenir ou toutes ces personnes qui apprennent l'informatique et le numérique en général. Et bien aussi, il y a l'effort à mettre du côté éducation. Alors malheureusement, tout ça, ça prend un peu de temps. On est d'accord qu'entre-temps, mais c'est quand même les leviers les plus importants, quoi. Très bien, merci. Et les plus efficaces. Je crois qu'il y a une autre question. Qui nous demande est-ce que la crise du Covid a eu un impact positif justement et a permis une prise de conscience chez plus de personnes? Alors, c'est vrai que le sujet du numérique responsable a eu un boom. Alors, ça avait commencé un petit peu avant la crise du Covid. Et puis, alors, effectivement, la crise du Covid a sans doute fait prendre conscience de pas mal de choses. Cependant, alors il y a eu des effets positifs et des effets négatifs. Désolée. Effet positif, donc il y a eu cette prise de conscience. Il y a eu le fait que il y a eu la multiplication du télétravail. Oui. Donc, certes, utiliser son équipement chez soi, ça revient au même en phase d'utilisation. Mais du coup, tout ce qu'on prônait avant dans le numérique responsable en disant il vaut mieux télétravailler un petit peu parce que ça évite les déplacements. Du coup, là, on n'a même plus besoin d'évangéliser là-dessus parce que c'est présent et c'est dans les faits. Et puis, mais l'impact négatif, c'est que, alors qui s'amoindrit maintenant, c'est qu'au moment du premier confinement, il y a eu beaucoup d'achats d'équipements et notamment d'ordinateurs portables. Il y a eu une étude de l'ADEME qui a été faite là-dessus. J'ai plus les chiffres en tête. On s'en rend compte. Ça a été une grosse. Voilà. Mais à côté aussi des entreprises qui ont donné des équipements pour les écoles, pour les personnes en situation un peu défavorisée, pour qu'ils puissent justement suivre les cours à distance. HN Service. Alors. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors moi j'ai une petite question. Effectivement, on est tous de plus en plus sensibles par ce qui se passe et par notre impact sur l'environnement. Et on est intéressé par toutes les bonnes actions, les bonnes pratiques qui se lancent régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui se lancent de droite et de gauche et il faut effectivement trouver le moyen d'en être informé. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour être informé de ces bonnes pratiques qu'on pourrait réutiliser, s'inspirer? Eh ben, alors, du coup, deux choses, sans faire la promo du mémo que vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire. Donc là, vous aurez un certain nombre de bonnes pratiques qui seront énoncées là-dessus. Et il y a un certain nombre, effectivement, suivre un certain nombre de sites ou d'acteurs du sujet, hein, comme Jérémy le rappelait, l'Alliance Green IT, dont HN Services est membre. Suivre aussi les actualités de l'Institut du numérique responsable. C'est aussi ici avoir une démarche d'aller chercher l'information, puis de s'abonner, sans recevoir trop de newsletters pour ne pas encombrer non plus les boîtes mail. C'est le serpent hein, quand même. Une dernière question ou une autre question? Oui, alors moi j'ai une petite question, elle concerne des outils de mesure ou est-ce qu'il existe des ABAC qui permet effectivement d'évaluer ou de mesurer le Green IT, l'impact? Alors c'est une excellente question. J'allais dire, vous mettez le point sur un truc qui demande encore de l'amélioration. Mais justement, c'est en cours et tous les jours, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, il y a des acteurs qui fournissent des solutions justement logicielles pour mesurer les impacts. Il y a des choses gratuites aussi qui
existent au niveau de la mesure d'impact. Je peux en citer une parce que justement elle est gratuite. Il y a un petit outil qui est en fait une extension qu'on peut installer dans Chrome. Alors ça permet de mesurer l'impact d'une page web. D'accord. Et ça va donner d'ailleurs un indice ABCDE. Donc ça s'appelle Eco-Index. Donc ça s'installe. Après, pour ceux qui savent manipuler ça, en fait ça s'active en faisant, je crois que c'est F12 sur la touche de son clavier pour avoir la partie développement de la web. Oui, d'accord. Oui. Et puis après, ça donne une petite, comment ça peut dire, un petit onglet, enfin on a accès à un petit onglet qui s'appelle Green IT et qui va permettre d'analyser, de faire l'analyse de la page. Et c'est pas simplement une analyse bête comme ça, c'est qu'ensuite ça va donner, on peut avoir des bonnes pratiques associées. Pour compenser, pour compenser, pour dire là où ça va pas et du coup, comment faire autrement. Comment améliorer autrement. Donc je pense à ça, il y a des, voilà, je pense aussi à des acteurs qui sont sur ces sujets qui s'appellent le Green Spector, qui sont plus sur la partie logicielle globale, enfin générale. Après, il y a beaucoup d'initiatives aussi pour essayer de formaliser des méthodologies de calcul d'impact et donc l'ADEME est aussi un excellent point d'information, hein, l'agence de la transition énergétique, fournit, enfin voilà, établit des méthodologies pour justement calculer ces impacts. Et puis après tout, pourquoi ne pas en parler, même si c'est pas, je suis pas fan parce que ça n'observe les choses que d'un point de vue carbone. Et puis après, il y a les bilans carbone. Oui, voilà. Bien sûr, évidemment. Voilà. Mais c'est un peu faussé parce que c'est qu'une vision carbone, ce qui est très importante. Mais ça ne prend pas en compte l'eau, par exemple, là, comme on vient de parler, les autres ressources et les autres impacts. Très bien, merci beaucoup Valérie. Est-ce que vous avez encore une question? Je crois que c'est terminé. Valérie, merci beaucoup. Merci Jérémy. J'ai, moi, à titre personnel, passé un très chouette moment. J'espère que pour vous, il en était de même. On vous donne régulièrement rendez-vous au studio télé chez HN Service. HN Service va vous proposer très rapidement d'autres webinaires ou des interviews. Soyez toujours au rendez-vous et longue vie à ce studio télé. À très bientôt. Au revoir.